Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Rue de la République où nous recevons l'écrivain Philippe Pujol, l'écrivain marseillais, prix Albert Londres. Et je suis aux côtés de Christophe Casanova, le journaliste de la Marseillaise. Bonjour Christophe. Bonjour. Et bonjour Philippe Pujol. On est ravis de vous avoir dans ce studio après la sortie de votre dernier livre, Les Cramés, les enfants du monstre. Vous écrivez sur ce sujet évidemment des enfants perdus par la drogue, par le narcotrafic. Et vous écrivez depuis des années désormais sur ce fameux monstre. On est obligé d'en toucher un mot pour ceux qui ne connaissent pas votre œuvre, et notamment La Fabrique du monstre, qui vous a fait connaître, pas tout à fait, puisque vous étiez déjà connu. Ce monstre, c'est quoi ? C'est la société, c'est les politiques, c'est des erreurs qu'on fait en permanence et qui donnent des résultats assez catastrophiques. Ce que j'appelle le monstre, c'est le nom que je donne à toutes les malfaçons de notre société, donc une malfaçon même précisément de notre République. C'est tout ce qui dysfonctionne, aussi bien les dysfonctions illégales, c'est-à-dire le clientélisme, la corruption, la délinquance, voilà, tout ce qui va toucher, tout ce qui va être condamnable par exemple, mais aussi des dysfonctionnements que je dirais légaux, comme des mauvais choix ou des choix qui sont des choix politiques qui sont des choix avec une visée uniquement personnelle, propre, de carrière ou pour sauver un groupe, enfin etc. Enfin toute une série de choix qui ne sont pas faits au service du citoyen, des gens, de la proximité, en fait, ce pourquoi finalement est fait une république, mais qui sont au contraire mis au service de plein d'intérêts divergents. Et pour moi, ce monstre-là, c'est comme Frankenstein, c'est des morceaux de choses qui donnent quelque chose d'informe, de pas penser, c'est monstrueux justement, mais ce monstre-là, c'est ce qui va être en permanence à l'origine de plusieurs radicalisations, dont la plus importante à Marseille, la radicalisation délinquante. Christophe Casanova. Ça se traduit comment ? Quels effets ont ce monstre sur la population, sur les gens de ces quartiers Alors déjà, le monstre, il n'a pas d'effet que sur les gens des quartiers populaires. Mais comme les gens des quartiers populaires, dits quartiers nord, mais moi je suis pas très quartier nord dans le sens où, pour moi c'est un label les quartiers nord, c'est-à-dire quand on est à la Cayolle, quand on est dans les quartiers de Vitrolles, ou quand on est à Benza ou à Herbel, on est dans les quartiers nord quelque part. C'est un label, donc j'appelle ça les quartiers populaires. Les quartiers populaires sont des quartiers où il y a de nombreuses vulnérabilités. Donc, toute action que fera le monstre, donc tous ces dysfonctionnements-là, seront accentués dans ces quartiers-là. Mais le monstre, pour autant, il a une action partout. Et il va avoir, pour moi, justement, 3 conséquences. Il va provoquer 3 radicalisations. La radicalisation délinquante, c'est la plus grosse, c'est celle qui touche particulièrement les quartiers populaires. La radicalisation religieuse qui va toucher tout le monde. Et toutes les religions ont leur radicalisation. Après, il y a des passages à l'acte plus ou moins différents en fonction du lieu où on se trouve et du pays où on se trouve. Et la 3e radicalisation, qui est importante particulièrement à Marseille, c'est la radicalisation politique avec l'extrême droite et parfois même l'extrême droite, j'ai envie de dire dorénavant, qui pour moi ont les mêmes origines, c'est le travail du monstre. Alors ce monstre, il agit de manière quelquefois sournoise, mais on connaît plusieurs facettes de ce monstre. On le connaît quand même relativement bien. Vous le décrivez dans vos ouvrages. Ça veut dire qu'on a des prises sur lui aujourd'hui ou pas ? Bien sûr, il y a des actions. Les clientélismes, par exemple, que j'ai décrit dans La Fabrique du monstre. Il y a le clientélisme immobilier, qui est pour moi très important, c'est-à-dire des liens entre les politiques et le monde immobilier pour que tout le monde s'arrange. Alors, on n'est pas toujours dans de la corruption, on est dans un clientélisme, c'est-à-dire t'obtiens les marchés qu'il faut et tu m'aideras pendant les élections. Et ça se fait à 3 bandes, ça se fait pas directement, il n'y a pas toujours des échanges d'argent. C'est en ça que c'est pas de la corruption, mais c'est des arrangements. On a l'impression que c'est pas grave. Mais quand tu démultiplies ça, que ça devient structurel, ça va poser des problèmes qui vont être différents. C'est-à-dire que derrière, tu peux pas mettre en place une politique sociale dans les quartiers, puisqu'il y a une politique de clientélisme immobilier qui l'empêche. Il y a d'autres clientélismes, des clientélismes syndicaux, j'ai expliqué 25 fois. Alors, tous les syndicats sont concernés à un moment ou à un autre, et il y a une sorte d'échelle, c'est-à-dire le clientélisme syndical peut arriver de temps en temps, disparaître, il peut être plus ou moins gros. Le plus connu, celui de Force ouvrière à la ville de Marseille, qui est peut-être moins puissant aujourd'hui que par le passé. On parle de cogestion, évidemment, à un moment donné. Mais oui. on parlait de cogestion, il y a des clientélismes divers et variés dans le syndicalisme, et puis il y a les clientélismes associatifs, c'est-à-dire en gros des assos qui ont plus d'argent, plus grand-chose, et pour avoir un peu d'aide, ils sont prêts à tout, électoralement parlant, pour obtenir des subventions. Et ces clientélismes-là, ils se nourrissent les uns les autres et ils font des dégâts en même temps. Peut-être sur les réponses qui sont apportées, une des réponses apportées, c'est la question de la sécurité, de l'autorité, c'est la réponse qu'on entend souvent. Vous avez un regard différent sur ça ? Oui,
Parce qu'un des symptômes de ce monstre, c'est les trafics de stupéfiants. Le trafic de stupéfiants dans les quartiers populaires de France, c'est pas que de Marseille. C'est juste qu'à Marseille, c'est plus visible, c'est plus fort, il y a plus de monde, et c'est dans la ville, et c'est structurel en plus. Mais sinon, tu vas le trouver partout. C'est-à-dire à Avignon, ils l'ont, à Mâcon, ils l'ont. Enfin, il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas de trafic de stupes aujourd'hui. Et c'est un des symptômes donc de ces dysfonctionnements-là de la République, et c'est un des symptômes justement du fait que ce monstre, donc que derrière ce monstre à chaque fois on met des personnes, vont exploiter la vulnérabilité des gens qui sont qui viennent le servir, place, qui sont là. Donc souvent on exploite la vulnérabilité des gens des quartiers populaires. Et donc la réponse qui va être donnée à ça ne va pas être de soigner la maladie, mais d'essayer d'avoir une action sur le symptôme. C'est-à-dire que si le trafic de stupes c'est un symptôme et la violence qui va avec le trafic de stupes c'est les plaies, eh bien on envoie la police. Et la police, c'est pour moi ni plus ni moins que des infirmiers. C'est très important. Ça panse les plaies. C'est pas quand on a une maladie grave. Mais c'est peut-être sur une jambe de bois alors du coup. Parce que effectivement, ça peut être utile. Oui, ça a son utilité. On est bien si d'accord. Mais on ne traite pas les symptômes ou les racines profondes du mal. Mais par contre, c'est vrai que la police peut avoir une action importante dans le traitement immédiat de quelque chose. C'est vrai. Il ne faut pas non plus le nier. La plasmatique seule, ça a fonctionné un petit peu Ouais, par rapport à la dépense de fait, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire si on fait un rapport dépenses financières et apport, il n'y en a pas du tout. Après, on pourra toujours me dire que ça a amélioré la vie pendant une semaine dans telle cité, mais ça dure une semaine, quoi. C'est pas plus que ça. Par contre, ce qui provoque justement toutes ces lésions sociales, ces lésions qui vont jusqu'à une délinquance forte, ça, par contre, il y a peu de travail de fait dessus, ou alors c'est fait par des gens qui sont dans des situations complexes, les éducateurs, ils sont en survie, et donc le travail social, et notamment par rapport à la santé mentale dans les quartiers populaires, ça on peut y venir, ce travail-là n'est pas fait. Alors est-ce qu'il n'est pas fait volontairement? Parfois j'ai cette impression-là. Est-ce qu'il n'est pas fait par désintérêt, il y a aussi de ça, ou est-ce qu'il n'est pas fait parce qu'on ne le voit pas, donc un laxisme intellectuel, ça aussi ça existe. Pour moi le laxisme il n'est pas sécuritaire aujourd'hui, au contraire on n'a jamais mis autant de moyens, il est intellectuel et social. Et le laxisme intellectuel c'est le pire parce que c'est ne regardons pas ce qui se passe. Tournant et détournant les yeux. Christophe Casanova, une question. Peut-être sur les cramés, justement, sur les personnes qui sont victimes de ce laxisme intellectuel et social. Vous les appelez les cramés. Dans votre dernier livre. Dans votre dernier livre. Du coup, qui sont-ils? Alors les cramés, c'est le bout du bout de la chaîne. C'est-à-dire que je vais vous donner quelques chiffres, une valeur approximative, j'en suis moi-même conscient. Il y a 200 000, ça c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, il y a 200 000 jeunes et moins jeunes, mais enfin plutôt jeunes quand même, qui travaillent dans les stupéfiants en France. Ça fait du monde. Ils ne gagnent pas tous de l'argent, très très loin de là. Ils sont peut-être 2% à gagner de l'argent de ces 200 000-là. À Marseille, c'est quoi? À Marseille, il y en a environ 20 000. Il suffit de regarder le nombre de réseaux qu'il y a vu par la police, c'est-à-dire environ entre 150 et 160, et de compter, quand on s'y connaît un petit peu, le nombre d'employés qu'il faut, et on arrive à peu près à 20 000 personnes sur une année. Ça va, ça vient, c'est pas 20 000 à un instant T, mais sur une année, environ 20 000 jeunes. Sur ces 20 000-là, on a environ, pour moi, d'après mes observations aussi, de l'ordre de 2000, ce que j'appellerais cramés, c'est-à-dire des esclaves ou des bourreaux. C'est-à-dire des jeunes qui peuvent être les deux à la fois quelquefois aussi. Ils peuvent être aussi deux à la fois. Ce que je raconte dans mon livre les parcours de ces jeunes-là, comment on en arrive là. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir, non pas une excuse, mais comprendre comment on en arrive à être un assassin ou comment on en arrive à être coincé dans les réseaux de stupes. Si on veut un jour résoudre ça, il faut savoir comment ça marche. Et ces jeunes-là que j'appelle les cramés, c'est pas moi d'ailleurs, ils s'appellent entre eux les cramés, c'est parce que leur destin est brûlé vif. D'ailleurs ça va être très rapide et ça va se consumer très très rapidement. Ces cramés-là sont ceux qui ont le plus de vulnérabilité, qu'elle soit sociale, psychiatrique, on va en parler, qu'elle soit familiale, et qui vont être exploités par des bandits qui, eux, au-dessus, seront soit d'autres cramés, soit des gens un peu plus en place. Et là, ces cramés-là, ça va donner donc d'un côté les esclaves, l'immense majorité, qui vont être les petits choufs sous-payés, voire pas payés du tout, et ensuite quelques bourreaux, c'est-à-dire ceux qui passent à l'acte, des assassins. Qui vont jusqu'à assassiner, comme la semaine dernière, des assassins ou au moins des ultra-violents. Ils sont repérés donc justement pour leur faiblesse, et c'est d'un cynisme absolu, évidemment. C'est le cynisme plus total, c'est-à-dire que c'est pas réfléchi tout ça. Ça se fait à l'usage. On a dans une cité un réseau de stupes qui est en place, un gamin qui a une appétence à la violence comme on a dans tous les milieux. Dans tous les milieux, on a tous eu dans notre classe un gamin qui était content de torturer un lézard ou d'emmerder les chats. C'est toujours arrivé. Quand on est dans un milieu social
ou dans un environnement, je dirais social plutôt, qui ne t'exploite pas, qui n'est pas toxique, bon, ben, ça va finir que tu vas être un petit con plus tard, mais pas plus. Pas un assassin, juste un petit con. Par contre, quand tu es dans un milieu toxique, ben, le réseau va te repérer. Et le réseau, à ce moment-là, il va te faire monter en violence, en te faisant prendre de la coque, en te valorisant à chaque fois que tu vas commettre un acte violent, et voire même te commander des actes de plus en plus violents, jusqu'à être insensible, et aller, pour certains, heureusement très peu, mais trop, jusqu'au meurtre, jusqu'à la capacité à tuer dès l'âge de 14 ans. Dans la prise en charge, vous pensez à l'aide sociale à l'enfance. C'était le cas du jeune qui a assassiné le chauffeur de VTC. Il y a des défaillances concrètes là-dessus. Ce qui est terrible, c'est que je raconte aussi dans le livre une autre conséquence, et je vais recoller 2 infos. Dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance des filles... Ah oui, on allait venir à ça aussi. Toutes les filles, quasiment toutes les filles, beaucoup de filles, sont prostituées par des dealers. Parce que les dealers, ils ont tellement de dettes, les petits, je parle des tout petits, je parle pas des patrons. Les dealers ont tellement de dettes que il faut trouver de l'argent, et bien la fille, au moins, il y a quelque chose de directement disponible. Donc, ils prostituent ces filles-là parce qu'elles sont à l'aide sociale à l'enfance. Donc, elles sont déjà sélectionnées comme ayant des vulnérabilités et regroupées dans un lieu dans lequel on ne met pas de moyens. Ça, c'est pas les dealers, c'est les institutions qui mettent 0 moyen, qui fait qu'en fait, il y a la capacité à protéger ces jeunes filles qui vont être prostituées derrière de façon officielle, c'est-à-dire pratiquement tous les foyers jeunes filles du département de France ont pour non officiel le foyer des putes. Donc pratiquement tous, ils s'appellent les foyers des putes. Donc ça veut bien dire qu'en fait, l'aide sociale à l'enfance n'a tellement plus de moyens, ni en éducateur, ni en suivi de dossier. C'est-à-dire le petit de 14 ans, c'est depuis l'âge de 9 ans qu'il était à l'aide sociale à l'enfance. Il y en a un autre qui s'appelait Mathéo, vous en avez entendu parler, c'était le tueur en série, on va dire. Il avait tué 8 personnes, au moins, dans des règlements de compte. Mais quand on regarde son parcours, je le raconte un peu dans Cramé, on regarde son parcours, il est régulièrement avec des éducateurs, il fait un petit tour en prison, en plus, il est mineur, donc il y a la partie éducation, et en fait, il n'y a pas de moyens. Et le réseau, lui, il arrive à le récupérer et s'en servir. Alors les moyens, ils existent pourtant, mais c'est ceux qui ont les gros trafiquants, c'est-à-dire ceux qui sont à la tête de multinationales du shit, sur lesquels vous avez enquêté, parce qu'il faut rappeler que vous faites un travail d'enquête. C'est pas un jugement hors du terrain. Vous allez rencontrer les gens, vous avez une méthode très particulière sur ça aussi. Ça fait des années que je vous avez infiltré ces réseaux. Des gens. Alors infiltré, ça voudrait dire que je suis pas en mon nom. Non, en fait, je suis quand même moi-même journaliste. Imprégné, qui je suis. Imprégné. En tout cas, je suis au plus proche. Et je raconte même mes discussions avec certains gros bandits d'ailleurs. Alors tout ça, c'est donc international, c'est du capitalisme le plus cynique possible, le plus dur possible. Presque, ouais. Et en fait, c'est ce qu'il faut comprendre là où il faut plus penser les réseaux comme on les pensait au début des années 2000. Et malheureusement, souvent, on a une lecture qui est biaisée à cause de ça. Avant, on avait un réseau pyramidal avec un chef, on pouvait appeler un parrain, mais c'est jamais trop arrivé, mais un caïd en tout cas, des lieutenants, des adjoints et toute une armée. Et tout ça on avait un seul groupe, un autre. Aujourd'hui, ça s'est ubérisé comme toute l'économie mondiale, j'ai envie de dire. Et on a à l'international des très grands trafiquants qui ont un niveau de cartel. Ils sont pas à Marseille. Ils sont pas à Marseille, même s'il y a des Marseillais dans le tas, mais ils sont pas à Marseille, ils sont à travers le monde. Ensuite, on a une étape qui est une étape comment appeler ça, les semi-grossistes. Et donc, semi-grossistes, c'est ceux qui sont les gros dealers marseillais. Eux, ils sont là. C'est le patron de la DZ Mafia, le patron de tous ces groupes qui, pour moi, d'ailleurs, sont pas des gangs. On peut y venir après. Des franchises, vous dites. Des franchises. Pour moi, c'est comme le McDonald's. C'est-à-dire, il y a une franchise et après, ils donnent leur marque à des cités. Justement. Et en dessous, il y a les bandits de terrain donc la vente au détail, les supérettes, et ça c'est délégué aux jeunes. Et c'est important de voir ça parce qu'en fait il n'y a des liens entre ces groupes-là que des liens commerciaux et pas de liens de banditisme direct avec des commanditaires et tout, que des liens commerciaux. Donc pour lutter contre ça, si on lutte à l'ancienne avec une remontée de filière, ça peut pas marcher puisqu'il n'y a plus de filière. Il y a eu la vidéo de DZ Mafia où ils ont dit que c'était pas eux qui avaient appelé le jeune, etc. On a l'impression, comme s'il y avait une image de marque à défendre. Il y a quelque chose de cet esprit-là dans ce qui a été diffusé. On est totalement dans la défense on est dans je sais plus comment ça s'appelle dans le monde de l'entreprise, mais marketing peut-être. Le retour de la marque, quoi. Attention, on fait attention à avoir le retour à expérience marque, quoi. C'est-à-dire que les gens vont acheter dans une franchise, une cité DZ Mafia, parce que il y a le marketing qui va bien, il y a le produit, parce qu'en fait c'est eux qui fournissent
toutes leurs franchises. Donc, ils comprennent que certains vont se dire, attends, si maintenant la DZ, ils prennent un petit de 14 ans pour faire buter un chauffeur VTC, c'est un raccourci, mais c'est comme ça que peut penser le client, ils vont aller chez d'autres. Ils vont aller, je ne vais pas dire les marques, mais ils vont aller dans d'autres trucs. Et donc, ils font un retour en disant, attention, c'est pas nous. Et en plus, ils ont raison, c'est pas eux, parce que le gars qui est en prison, on va dire, moi, je suis DZ, c'est un franchisé, en fait. Et quand ils disent DZ, c'est là que ça échappe aux bandits de la DZ, aux gros, ceux qui existent, hein, qui sont grosso modo une centaine tout compris, et qui sont puissants, costauds, armés, et ils veulent à la fois se montrer puissants pour l'adversaire avec cette vidéo, ils veulent à la fois faire défendre leur marque, et à la fois dire à la police, c'est pas nous, venez pas plus encore nous embêter que ça. Il y a toute une série de trucs, et ce qui est rigolo, c'est la nouveauté de cette vidéo-là. Il y en a qui ont dit que c'était comme les Corses nationalistes. Je pense qu'ils savent pas que les Corses nationalistes ont fait ça. Je pense qu'ils ont fait ça à la façon de Squid Game, la série. Ils font comme dans Squid Game, masqué, avec un message à faire passer. Du coup, est-ce que, alors vous disiez, enfin, je crois que c'est 128 points de deal à Marseille, hein, je crois, 158. Ouais. Il y en a en permanence 150, 150. Plus 10, moins 10, quoi, au gré des moments. C'est pas des points, c'est des réseaux. Puis chacun va avoir plusieurs points. On est à plus de 300 points de deal. Si je prends la Castellane, il y a 7 à 8 points de deal. Avec des chiffres d'affaires qui sont colossaux. Hein. Alors à Castellane, le chiffre d'affaires de la cité de la Castellane est de 1,5 million par mois, ce qui est exactement le chiffre d'affaires du Monoprix de la Canebière. La Castellane, c'est le Monoprix de la Canebière. Donc c'est à la fois colossal et à la fois c'est un Monoprix. Et en fait, chiffre d'affaires ne veut pas dire il faut encore payer le produit, payer les gens. D'accord ? En fait, la Castellane, c'est le Monoprix de la Canebière en termes de business. Donc, et quand on te dit que c'est le plus gros de France, tu dis finalement on n'a que des Monoprix, quoi. Est-ce que ça s'en tient qu'à ça ? C'est-à-dire que le Monoprix, bon, il est sur la Canebière, mais eux sont sur sur un terrain. Et est-ce qu'il y a une forme d'emprise ? Ça fait de nombreuses années que vous êtes sur le terrain. Est-ce que leur emprise a évolué ? Est-ce qu'on peut parler d'emprise ? Pour moi, on ne peut pas parler d'emprise, sinon une emprise auprès des plus vulnérables. Sinon, le fait qu'on exploite toujours plus les plus vulnérables. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme il y a une sorte de cynisme, comme vous le disiez, qui est de plus en plus fort, l'approche paternaliste qu'avaient les anciens voyous pyramidaux, c'était de bien payer les employés du dessous pour que tout le monde se porte bien, un peu comme les entreprises paternalistes du XXe siècle, du début du XXe siècle. Et petit à petit, ils sont passés à une ubérisation où il faut exploiter celui qui est en dessous de toi pour avoir, toi, en haut de chaîne, le plus d'argent possible et le moins à l'autre. Et donc, on a fabriqué la dette. Ce qui tient un réseau, c'est la dette. On t'endette. Alors, au début, on t'attire avec ce que j'appelle le Kalachnikov Dream. On attire le gamin avec la mythologie de l'argent facile, que les médias, nous les premiers, maintenons. Et ensuite, dans un second temps, on va maintenir on va se débrouiller à ce qu'ils fassent le moins d'argent possible, et pour certains même qu'ils aient des dettes. Et donc tout ça a fait monter en violence et en concurrence, tout ça. Donc la nouveauté, elle est plus là-dessus. Voilà. L'évolution, elle est là. Philippe Pujol, on est quasiment au terme de cette émission. Quand on a posé ce constat qui est triste, mais qui est quand même très très lucide, est-ce qu'on a des raisons d'espérer ? Est-ce que les habitants qui nous écoutent et qui vivent au quotidien ces désagréments ont des raisons d'espérer ? Et pourquoi ? Alors déjà, moi je trouve qu'il y a une prise de conscience de tout ça de la part des jeunes eux-mêmes. Les réseaux de stup ont de plus en plus de mal à recruter des jeunes. Et donc ils sont obligés d'aller chercher des gens toujours plus vulnérables. Et quand moi, pour faire ce livre, pendant un moment, j'étais abonné à une grande quantité de Snapchat et compagnie, des réseaux. Et des réseaux de stup. Et ils passent leur temps à envoyer des annonces, on recrute là. Ils ont du mal, les jeunes n'y vont pas. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Au bout d'un moment, ils disent, allez à la plateforme de bâtiment, prenez des migrants. Donc en fait, ils vont chercher les plus vulnérables. Les plus vulnérables en bout de course, c'est les migrants. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une prise de conscience. Le travail qui est fait de prévention fonctionne. Il y a de moins en moins de jeunes qui veulent y aller parce qu'ils savent que c'est la mort ou la prison, que c'est pas d'argent, qu'il n'y a pas d'ascension sociale, que c'est pas de l'argent durablement. Donc là-dessus, il y a quelque chose, et je trouve qu'il y a une prise de conscience générale, à la fois du monde syndical, du monde de l'entreprise, de la société civile en général, comme quoi c'est pas seulement un problème de quartier, mais que c'est un problème bien plus vaste. Et j'ai l'impression qu'il y a une envie globale d'améliorer la situation. Il n'y a plus qu'à convaincre les politiques, et on n'y est pas encore. Qu'on remette un peu du service public. Une ultime question, Christophe Casanova. Peut-être sur cet appel. Il y a eu un appel de Marseille qui a été fait justement, et le sens était d'inciter à la mobilisation des politiques, des élus. C'est par là que les choses peuvent avancer aussi. On a le sentiment qu'en dehors des gens et des familles de ces quartiers, il n'y a pas d'évolution. Moi, je pense de toute façon qu'il va falloir à un moment qu'il y ait une repolitisation dans le sens noble du terme des quartiers populaires. Les quartiers populaires ne votent plus aujourd'hui, quasiment. Donc, et ça favorise les clientélismes, parce qu'il y a tellement peu de gens qui votent que le peu qui votent, tu peux les acheter. Donc, l'idée, c'est que
il faudrait que ces quartiers populaires de la France entière et de Marseille se remobilisent en termes de vote. Pour qui voter, c'est leur problème. C'est pas moi qui vais dire voter pour un tel, mais en tout cas voter pour votre bien, quoi. Et je pense que l'urgence politique à faire, c'est d'aller vers une remobilisation de la conscience politique des quartiers populaires. Par le passé, elle était très forte, à l'époque notamment où les communistes tenaient les quartiers, et dorénavant, c'est terminé, elle est nettement moins forte, et c'est un enjeu fort, ça. Ultime question signature de cette émission, Philippe Pujol, qu'est-ce que la République pour vous ? C'est la liberté, avec une égalité et une fraternité pour tous, et surtout dans une institution qui prend soin des gens les plus vulnérables. Voilà, merci beaucoup d'avoir été notre compagnie. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru chez Julliard, Cramer les enfants du monstre. Émission passionnante avec à mes côtés Christophe Casanova de la Marseillaise. Merci beaucoup, excellente journée à vous et à très bientôt. À bientôt. À bientôt.